Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il n'y aura pas de deuxième tour à Bordeaux. Jacques Chaban-Delmas a obtenu plus de 63% des suffrages. Jean-Jacques Savant-Schreiber arrive second, mais ne totalise que 16% et demi des voix. La gauche non communiste fait également un score médiocre. Le PC se maintient aux environs de 9%. Voilà pour Bordeaux. Second volet de ce journal, la Jordanie. Des milliers de morts, mais aussi, depuis hier, un très grand risque d'extension de ce conflit à l'échelle internationale, et ceci l'est prouvé qu'à 2 reprises, l'armée syrienne et non l'armée de libération de la Palestine venue de Syrie est venue au secours des Fédayines qui combattent l'armée jordanienne. Voilà les 2 volumineux dossiers qui occupent aujourd'hui encore l'essentiel de l'actualité. Bordeaux tout d'abord. Eh bien, à Bordeaux, ce tableau, ou ces tableaux, si vous voulez, pour fixer une dernière fois les esprits, jamais à Bordeaux, depuis 25 ans, le Premier ministre n'avait atteint un tel score. En deuxième position, donc, M. Savant-Schreiber, mais qui n'a pas atteint, tant s'en faut, le plafond des 25 à 30% qu'il s'était fixé. Le Parti communiste arrive en troisième position, battant de quelques voix le conventionnel M. Thaïs, qui pensait bien réunir de plus nombreux suffrages. Les autres candidats représentent moins de 3% des votants. Notons enfin qu'il y a eu un nombre assez élevé d'abstentions, près de 38%. Conséquence directe de cette élection, le Premier ministre donc reste dans ses fonctions et M. Jean-Jacques Savant-Schreiber remet en jeu son mandat de secrétaire général du Parti radical. Par ailleurs, M. Jacques Valabre, suppléant du Premier ministre, siégera à la place de ce dernier sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le propre de cette élection était, vous le savez, était tout d'abord, si vous voulez, revêtait un double aspect, une double forme, l'aspect local et l'aspect national. Et sur le plan national, dès hier soir, à chaud, pourrait-on dire, les 2 premiers candidats tiraient les conclusions de cette élection. Le Premier ministre passait rapidement sur une critique du style de son adversaire avant d'élever le débat sur le plan national. Que je crois beaucoup plus important, c'est que ces 10 ou 12% de voix supplémentaires par rapport à ma moyenne bordelaise, alors que je ne suis ni meilleur ni pire administrateur de Bordeaux et animateur de l'économie du Sud-Ouest qu'hier ou avant-hier, cet écart s'explique par le ralliement d'un grand nombre d'électeurs, soit modérés, soit de ce qu'on appelle l'opposition non communiste, dite de gauche, qui ont compris, les uns, que leur prévention n'était pas justifiée, et les autres, qu'il fallait distinguer entre ceux qui parlent de réformes et ceux qui les font. Or, il se trouve que le gouvernement, selon les orientations du président de la République et sous ma direction, depuis maintenant 14 mois, s'est ingénié à réformer systématiquement tout ce qui, dans notre pays, est un peu bloqué. Nous avons commencé, nous avons engagé beaucoup de réformes. Cette campagne électorale m'a permis de le faire savoir, et pas seulement aux Bordelais et aux Bordelaises. Et comme je le disais avant-hier à Chamonix, nous allons continuer et sans tarder. Voilà qui me paraît très clair. Derrière M. Chaban-Delmas, vous avez pu apercevoir le nouveau député, M. Jacques Valabre. Jean-Jacques Savant-Schreiber, pour sa part, hier soir, admettait sa défaite, reconnaissait avoir commis une erreur de technique électorale, une erreur, si vous voulez, sur la forme, mais non sur le fond, c'est-à-dire sur l'esprit de réforme que veut représenter le Parti radical. Alors voici toujours sur le plan politique les enseignements qu'a pu tirer M. Jean-Jacques Savant-Schreiber sur cette campagne. Cette expérience se décompose très simplement. Au mois d'octobre, le Parti radical m'a demandé de venir avec lui et m'a élu secrétaire général pour réformer le parti, renouveler sa doctrine, proposer à la France des années 70 autre chose que l'UDR et sa gestion très conservatrice, comme nous l'avons vu ici. Nous avons mis sur pied un corps d'idées, de propositions, que le manifeste radical, que le congrès du parti, très démocratiquement, a adopté à l'unanimité en février.
J'ai défendu ce corps d'idées devant M. Giscard d'Estaing face à face à la télévision en mars. Je l'ai présenté en Lorraine puisqu'une occasion se présentait et que nous n'avons pas forcé. En juin, nous avons obtenu 45% des voix. L'objectif tactique était d'aboutir maintenant, en union les réformateurs et les socialistes, aux municipales où ils doivent pouvoir représenter la première force politique du pays. Le test de Bordeaux, pour fixer le plancher de ce qu'on peut obtenir comme suffrage, était important. La fourchette se situe entre Bordeaux et Nancy. Eh bien, la fourchette est entre 17% et 45%. C'est moins bien que ce que j'espérais. Naturellement, les municipales étant dans moins de 6 mois, il faut maintenant continuer exactement dans la même ligne. Je ne dis pas que c'est moi qui dois continuer, je peux y participer. Mais il est clair ce soir à Bordeaux, même devant ces chiffres qui ne sont pas tellement encourageants, il est clair que la seule opposition possible est celle qui se prononce sur des idées de réforme. Il n'y a qu'à regarder les chiffres des autres. Le point sur la Jordanie maintenant. Et ce matin, il faut avant tout remarquer que l'attention se fixe peut-être plus sur la Syrie que sur la Jordanie. Et le tout est de savoir maintenant si nous allons vers un conflit international dans la mesure où la Syrie s'est engagée totalement en tant qu'État contre les troupes du roi Hussein. Mais il faut avant tout faire, diplomatiquement du moins, une différence entre l'armée syrienne et l'armée de libération de la Palestine, même si au niveau des combats, cette différence paraît, disons, dérisoire. Alors, Jean-Pierre Anquery, avant toute chose, quelle est précisément cette différence entre l'ALP donc et l'armée syrienne? Alors, théoriquement, l'ALP et l'armée syrienne sont des corps entièrement différents. L'ALP n'a jamais dépendu de l'état-major syrien. L'ALP dépendait jusqu'à ces derniers temps de l'état-major interarabe que dirigeait un général égyptien. Depuis quelques semaines, l'ALP dépend de l'OLP, c'est-à-dire de l'Organisation de la libération de la Palestine, dirigée par M. Yasser Arafat, que tout le monde connaît à présent. L'ALP comprendrait environ 10 000 hommes, qui étaient cantonnés jusqu'à maintenant en partie en Jordanie et en partie en Syrie. Mais alors qu'entre l'armée jordanienne et l'ALP, il n'y avait aucun lien, aucune coopération, les liens étaient très étroits entre l'armée syrienne et l'ALP pour une bonne raison, c'est que leur armement est pour la plus grande partie d'origine soviétique, par conséquent le même, et que leur entraînement, leurs bases d'entraînement sont également les mêmes. Alors, dans la pratique, il est aujourd'hui très difficile de distinguer entre l'ALP et l'armée syrienne. Vous voyez la différence entre la théorie et la pratique. Des films sur l'armée syrienne ont été tournés récemment dans les rues de Damas au cours de différents défilés. Je voudrais maintenant vous en présenter un, essayer de faire un peu le bilan de cette armée syrienne. L'armée syrienne comprendrait 60 000 hommes plus 40 000 réservistes. Elle disposerait de 350 chars moyens T-54 et T-55 de fabrication soviétique, 150 chars T-34 plus légers, 500 véhicules blindés et 5 régiments d'artillerie. Elle est donc plus importante, Jean-Pierre Anquery, que l'armée jordanienne. Oh, infiniment plus importante. Et surtout, en ce qui concerne l'armée de l'air, vous avez pu voir les chiffres, n'est-ce pas? Il n'y a aucune comparaison entre l'armée de l'air jordanienne et syrienne. Non, on ne sait pas jusqu'à quel point cette armée de l'air syrienne est opérationnelle. Bon, enfin, disons que sur le terrain ce matin... Alors attention, il ne faut pas oublier non plus dans la balance la Saïka, qui est une organisation de résistance palestinienne d'obédience syrienne, que voici à l'entraînement. Mais évidemment, il serait aventureux de vouloir préciser la force réelle de la Saïka. Vous voyez, leur entraînement semble ici encore assez primitif. Bon, alors oui, je vous disais que sur le terrain, précisément, il est temps maintenant, je pense, de faire le point exactement. Il y a, grosso modo, le nord et Amman. Donc, dans le nord, il paraîtrait que ce sont les Fédayines qui tiennent quand même les positions, précisément avec ces renforts syriens ou assimilés. Et puis, à Amman, en revanche, les troupes jordaniennes seraient quand même en position de force. Exactement. Alors, dans le nord, la situation est grave autour de la ville d'Irbid, qui est la deuxième ville en degré d'importance après Amman en Jordanie. La ville serait encore tenue par les Palestiniens et ces fameux éléments blindés venant de Syrie et
dont il est difficile encore de dire si c'est l'armée syrienne ou si c'est l'ALP, serait en train de se battre avec les chars jordaniens. Et à ce sujet, selon certaines informations, la 40e brigade jordanienne serait à l'heure actuelle en difficulté. Mais ces renseignements sont encore beaucoup trop fragmentaires pour qu'on puisse en tirer quelque conclusion que ce soit. En revanche, à Amman, la situation semble très très légèrement meilleure aujourd'hui qu'hier. Le couvre-feu a été levé en ce début d'après-midi pour quelques heures, du moins dans certains quartiers, et des équipes de médecins et des médicaments ont pu aujourd'hui parvenir dans la capitale jordanienne. Comme vous disiez, il semble, à part cela, que les blindés jordaniens bloquent le centre de la ville, bloquent toutes les issues et la situation en main. Jean-Pierre Anquery, à cette heure-ci, je pense maintenant, ou peut-être dans 10 minutes, on annonce qu'il y aurait un communiqué à la radio, donc à Radio Amman, un communiqué du roi Hussein de Jordanie. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant, bien sûr. Vous nous tiendrez au courant si ce communiqué tombait, comme on dit, pendant cette édition. Bien sûr. Et pendant ce temps, les pays concernés sont tous en veille renforcée, comme on le dit dans l'armée. En effet, la 6e flotte américaine croise de plus en plus près, au large du Liban. Les États-Unis demandent à Moscou de calmer les Syriens. Les Syriens rejettent les conseils de modération donnés par le président Nasser. Le président Nasser, enfin, tente de calmer les esprits, non seulement en Jordanie, mais dans tous les pays de la Ligue arabe. Voilà la situation, voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui. C'est donc qu'elle est toujours aussi explosive et même si nous n'assistons pas à un affrontement général. Sachez que le point de non-retour est franchi en Jordanie. Il y aura toujours un perdant, Hussein ou les Fédèles. Et pour terminer ce matin avec le Proche-Orient, un mot des conversations jarring, ces conversations qui sont bien mal en point. Madame Golda Meir rentre aujourd'hui à Tel Aviv et avant son départ de Washington, elle a déclaré « Comment voulez-vous reprendre la négociation avec un revolver braqué sur la tempe ?» Voilà. Aujourd'hui, ces deux grands dossiers mis à part, il nous reste peu d'informations à vous donner. En France, néanmoins, le café de Gérard Nicou à la Bâtiment-Gascon a été plastiqué cette nuit. Pas de victimes, mais des dégâts. C'est une manœuvre politique et une tentative d'intimidation, a déclaré le leader du CID. On a déjà fait circuler des tracts à Bordeaux, signés par moi, et demandant de soutenir le Premier ministre. Alors j'ai porté plainte, a dit M. Nicou, j'ai porté plainte devant le procureur de la République pour les deux affaires. Dans le domaine de l'espace, une information qui demande toutefois une confirmation. Les soviétiques auraient l'intention de ramener de la Lune par télécommande, bien sûr, la sonde Luna 16 qui s'est posée hier, comme vous le savez, dans de bonnes conditions. Je vous rappelle que le prochain vol des Américains, Apollo 14, aura lieu quant à lui le 31 janvier prochain. À mes côtés maintenant, Claude-Henri Salerne. Je ne vous le présente pas si vous êtes un téléspectateur fidèle de Télémidi, mais Claude-Henri Salerne, c'est maintenant, disons, sur la première chaîne que nous vous retrouverons quotidiennement, mais à 18h25. En 35. Effet, 35. Aujourd'hui commence effectivement cette première émission qui a pour titre « Vivre au présent ». Et je crois que cela comporte, vivre au présent, une notion de service pour le téléspectateur. Voilà, et bien c'est très simple. On a remarqué que la plupart des Français avaient à leur disposition maintenant énormément d'informations sur énormément de choses. Et comme il y avait tellement d'informations, il était très difficile de les consulter et d'en tirer parti. Alors nous avons fait cette émission simplement pour ouvrir des dossiers que les téléspectateurs n'ont pas toujours le temps d'ouvrir et leur donner le moyen de s'informer, d'agir selon leurs besoins. Nous ne les forçons pas à s'orienter dans telle ou telle direction, mais ils auront ces informations et ils pourront éventuellement s'en servir. Il s'agit donc là d'un service qui concerne bien sûr toutes les activités émanant de ministères, de services publics, mais aussi d'organismes privés, d'initiatives privées, enfin, je vous répète, tout ce qui peut être la somme d'informations délivrées pour un mieux vivre du téléspectateur, c'est-à-dire, disons, un mieux vivre des Français en général. Eh bien, je rappelle donc, 18h35, temps présent, Claude-Henri Salerne, tous les jours, sur la première chaîne. Michel Drucker, ce fut un beau dimanche. Et permettez-moi d'ailleurs de vous signaler en passant que ce temps, avec ou sans sport, sera très beau, paraît-il, sur l'ensemble de la France. Mais après ce week-end sportif, on peut dire également que le temps est au beau, au moins chez les Bretons, chez les footballeurs bretons.
qui ont eu, je crois, un assez beau succès. Oui, à Paris, ce fut un beau dimanche breton, puisque le Stade Rennais a réalisé une belle performance hier à Paris. Il y avait 18 000 personnes, il faisait beau, et vous savez qu'il y a beaucoup de Bretons à Paris. Tout Montparnasse était à Saint-Ouen pour applaudir le Stade Rennais qui a fait un très très beau match. Il fallait le signaler une nouvelle fois ce matin. Mais sur le plan international, c'est une information qui concerne la Coupe América qui retient l'attention. Voici un résultat très intéressant. Hier, au cours de la deuxième régate, le bateau australien Gretel 2, que vous connaissez, il avait battu le bateau du Baron Beach. Ce bateau australien a battu l'américain Intrépide. Les deux bateaux sont donc à égalité, une régate partout. C'est très important, cette victoire du bateau australien. Il y a d'ailleurs des chiffres qui parlent. Depuis 1851, c'est-à-dire depuis 119 ans, il y a eu 56 régates et les Américains en ont gagné 49. On peut donc s'attendre maintenant à une lutte très serrée dans les jours qui vont venir. Vous savez que pour gagner la Coupe de l'América, il faut remporter 4 régates. C'est une belle performance pour le bateau australien. Sport automobile, un doublé Ferrari au Canada hier dans le Grand Prix de Formule 1. Premier, Jackie X, que nous allons voir. Deuxième, Claire Regazzoni. Troisième, Chris Amon. Les Ferrari avaient déjà réalisé une très belle performance à Monza. Les Français ont terminé hier au Canada 7, 8 et 9e avec dans l'ordre Pescarolo, Beltoise et Sever. Jackie X fait maintenant un bon classement du championnat du monde des conducteurs. Il a marqué 9 points. Il est maintenant deuxième derrière le regretté pilote autrichien Joachim Rindt, dont le nom figure toujours en tête du classement du championnat du monde des conducteurs avec 45 points. Regazzoni, la grande révélation de la saison, est maintenant troisième alors qu'il reste 2 grands prix avant la fin de la saison. Le Grand Prix des États-Unis le 4 octobre à Watkins Glen et le Grand Prix du Mexique le 25 à Mexico. Rugby, si le championnat n'a pas encore commencé, en revanche, on joue depuis 15 jours pour le compte du Challenge Yves du Manoir. Et hier, en poule C, il y avait un match intéressant. Lourdes-la-Voulte, l'équipe des Canberra-Béraud a battu l'équipe de Lourdes à Lourdes. C'est une belle performance. Voici les images. La Voulte avait un difficile déplacement à faire à Lourdes, car plusieurs de ses titulaires étaient absents et non des moindres, tels Lilian Canberra-Béraud, Saviski, Fayon, Noble et Vialard. Mais Lourdes a aussi opéré une réforme complète dans sa formation, et si l'esprit de l'école lourdaise persiste, il manque encore un peu de cohésion. Les champions de France, donc, ont pris la direction des opérations malgré l'opposition bigourdane et, dès les premières minutes, ont dominé la situation. Tant et si bien que les Voultins sont arrivés à quelques mètres de la ligne de but bigourdane. Et là, sur une mêlée favorable, combinaison Foroux-Vouzek, et c'était le drop goal. La Voulte menait donc 3-0. Les Lourdais allaient réagir, montrer leur bel esprit offensif eux aussi, et M. Doumer devrait siffler une faute sur obstruction. Vigne en profitait pour réussir le but de pénalité. 3-3, les deux équipes se retrouvaient dos à dos à la mi-temps. Dès la reprise, les Lourdais devaient perdre leur deuxième ligne Moulard, victime d'une entorse à la cheville. Et les Voultins, dès lors, allaient mieux s'asseoir dans leur domination. Menant de fort belles attaques eux aussi, les joueurs de la Voulte étaient dans le camp lourdais, et les Lourdais avaient bien du mal pour se dégager. C'est Roux qui, sur arrêt de volée, passera le drop goal et donnera l'avantage à la Voulte 6-3. Et ça n'était fait des espoirs lourdais. L'attaque partira de Courtial qui va fort bien la suivre et l'a terminée victorieusement à la 65e minute, s'est laissé en coin non transformé, 9-3 pour les champions de France. Et là encore, sur touche gagnée, c'est une combinaison de Foroux qui part avec sa troisième ligne, avec Digonnet et avec Dubouet. Foroux qui suit cette attaque bien à l'intérieur et ira marquer l'essai. 12-3, une fort belle victoire à l'extérieur pour les champions de France devant le Football Club Lourdais. Sport toujours, hier sur le terrain d'aviation de Persan-Beaumont, à quelques kilomètres de Paris, quelques kilomètres du Bourget, une manifestation très émouvante qui réunissait les premiers parachutistes de la France libre, ceux qui il y a 30 ans gagnaient l'onde. Et ces parachutistes de la première heure ont découvert, avec étonnement sans doute, que le parachute avait beaucoup évolué depuis. C'est un reportage d'Alain Darchy. Les résistants du 11 novembre 1940 n'ont rien oublié des premiers temps de la France libre. 30 ans après, ils se souviennent de leur saut de nuit au-dessus des maquis, et pour les évoquer, ils ont choisi un vieux compagnon d'épopée, le parachute. Seulement parce qu'il y a 30 ans, qu'ils n'ont peut-être plus sauté, ils ont préféré le parachute ascensionnel. Cela se passait samedi sur le terrain de Persan-Beaumont. 30 ans après, ils endossaient un pépin moderne cette fois, un parachute conçu pour ce sport tout récent. Tracté par une voiture, le parachutiste court quelques instants, la toile se gonfle et se tend. À la manière d'un cerf-volant, le parachute prend alors de l'altitude, entraînant dans son ascension celui qui est attaché aux suspentes.
Ainsi, les anciens paras de novembre 40 ont-ils retrouvé le goût des émotions d'autrefois. Le temps de lire maintenant. Chronique du temps passé, en quelque sorte, avec l'invité de Jacques Legris, Georges Guette et son œuvre, qui a pour titre La Tour Octogone. Eh bien, Georges Guette, qu'est-ce que c'est que la Tour Octogone? La tour Octogone, c'est tout d'abord une tour, c'était une tour, un superbe donjon, dans une petite ville qui s'appelait Trévoux, qui s'appelle toujours Trévoux, qui est au bord de la Saône, près de Lyon, et qui était la capitale d'une souveraineté indépendante, la capitale de la souveraineté de Dombes. Et cette souveraineté, ils l'ont conquise au XVe siècle, je crois? Cette souveraineté a été constituée au début du XVe, en 1402 exactement, mais en réalité, elle était déjà dans l'œuvre, si je puis dire, depuis très longtemps, depuis l'an 1000, et elle a subsisté jusqu'à la veille de la Révolution. Et alors ça, cette souveraineté, cette principauté vous sert un peu de toile de fond. Il faut dire qu'on rencontre énormément de personnages dans votre livre. C'est-à-dire que cette souveraineté me donne un angle nouveau pour juger de certains faits importants de l'histoire de France. Et en somme, elle revient très souvent à une contre-histoire de France. Et c'est pourquoi beaucoup de personnages interviennent. Alors vous avez réhabilité le traître. Moi j'appelle le traître, c'est le traître de notre enfance, voilà, c'est-à-dire le connétable Charles de Bourbon. Oui, le connétable de Bourbon a été un des souverains de cette principauté, de cette souveraineté. Il faut dire que tous les souverains de ce territoire indépendant étaient des princes français, et c'est là le point essentiel. C'est ce qui donne une situation historique tout à fait nouvelle et paradoxale. Et alors, vu cette souveraineté de Dombes, le connétable de Bourbon n'est plus du tout le traître national français, comme chacun sait, n'est plus du tout le modèle du traître, mais au contraire un héros de très grande envergure, et qui gêne considérablement l'auréole de son adversaire François Ier. Ajoutons qu'à Trévoux, on vient de lui dédier une rue. Absolument. Depuis l'apparition de la Tour Octogone, le conseil municipal, à l'initiative d'un maire très dynamique, a décidé de donner le nom du connétable à une rue. Il y a donc des gens qui auront la joie, j'espère, d'habiter la rue du connétable de Bourbon. Moi, je les envie. Alors Michelet un cas unique en France. Michelet a dû se retourner dans sa tombe. Certainement. Et d'autant plus qu'il n'est pas le seul à devoir se retourner dans sa tombe, parce que, avec beaucoup de liberté d'esprit et de vigueur et de sens de l'humour, vous démolissez bien des valeurs tenues pour acquises. Oui, je me suis servi pour cela non seulement de matériaux nouveaux et de cet angle nouveau comme donnait la Dombe, mais aussi d'une forme nouvelle. J'ai essayé de rédiger ces 1000 ans d'histoire au présent sur un ton de reportage, pouvant aller jusqu'à l'insolence et y allant assez souvent, et faisant la part de l'humour, de la poésie et de la passion. Il s'agissait d'abolir le ton conventionnel, très poli, qui fait passer en histoire pas mal de crimes, et surtout aussi d'intéresser le lecteur, de faire qu'un livre d'histoire puisse être aussi intéressant qu'un roman, sans toucher aux faits historiques naturellement. Oui, bien sûr. Un exemple, vous racontez la bataille de Marignan comme on pourrait la raconter dans l'équipe à l'occasion d'un match de rugby. Oui, je crois. En écrivant mieux quand même. Je crois que c'est à peu près ça, et notamment à Pavie, je crois que les chevaliers sont allés là se flanquer des ramponneaux avec une certaine joie qui dépassait de loin le sentiment patriotique, et je pense que cette bataille, par bien des côtés, ressemble effectivement à un match qui m'est d'autant plus cher que c'est la victoire, la vengeance du connétable de Bourbon sur François Ier. Alors c'est un livre épais, je n'ai pas dit obèse, il a près de 500 pages. La première page se passe en l'an 1000 et la dernière se passe à notre époque, puisque au fond c'est une interrogation que vous continuez à vous poser. C'est ça, le livre ne s'achève pas en réalité. Merci beaucoup. Merci messieurs. L'amitié à travers le monde, on peut en parler malgré tout, surtout lorsque ce sont des enfants de 7 à 15 ans qui ont été chargés de l'illustrer. L'UNICEF, qui dépend, vous le savez, de l'ONU, vient effectivement d'organiser un concours de dessin à travers le monde sur ce thème, l'amitié. Et les meilleurs de ces dessins ont été jugés à Paris. Martine Chaussin assistait aux délibérations du jury. De Picasso à Braque en passant par Matisse, chaque fois que la ligne atteint cette pureté, on a toujours tendance à penser que les artistes ont retrouvé l'innocence de leur enfance. Mais l'enfance elle-même, quand elle s'exprime avec le pinceau ou le crayon, atteint malgré son hésitation une valeur artistique assez surprenante. Ce sont en effet les meilleurs des dessins d'enfants du grand concours européen organisé par l'UNICEF qui étaient récompensés dans les salons du Figaro.
un jury de grandes personnes. Peter Ustinov, qu'est-ce que vous pensez des dessins que vous regardez là? Naturellement, ils ont un instinct extraordinaire, les enfants, mais ça c'est très conventionnel à dire. Et la chose se complique parce que nous vivons dans une époque où la plupart des grands artistes peignent comme des enfants. Et quand on voit la vraie chose des enfants, c'est parfois très joli. Mais parfois, il y a une espèce de côté néo-académique que j'aime moins. Vous avez chez vous, je crois, des tableaux de maîtres, notamment des Renoir. Est-ce que vous accrocheriez des dessins d'enfants à côté? Oui, même Renoir jeune peut-être. Le thème du concours, l'amitié des enfants dans le monde. 60 000 dessins qui représentent 21 pays, un finaliste pour chacun. À Enghien-les-Bains, le petit lauréat français, Alain Burnet, il a 7 ans et demi, il vient d'entrer en 9e. Il a fait le concours, mais on peut se demander s'il y a dans ses dessins un amusement ou l'ébauche d'une véritable vocation. Ça fait combien de temps que tu dessines? Un an à peu près. Et comment tu as su que ce concours existait? Comment tu t'es présenté? Comment ça s'est fait? Raconte-nous un peu. On faisait un cours de dessin, et puis il y avait ma mère, elle avait vu un concours de Figaro, et elle l'avait dit pour qu'on essaye de le faire. Et on l'a fait. Quelles étaient les règles de ce concours? On devait avoir 4 couleurs, et on devait faire un dessin avec des personnages de chaque sorte. Qu'est-ce que tu as fait toi comme dessin? J'ai fait un long cheval, et puis avec des bonhommes de toutes les sortes dessus. Est-ce que tes parents t'ont un petit peu aidé pour le dessin? Un petit peu, non? Non, pas du tout pour celui-là. Mais le plus souvent, je le fais sans qu'on m'aide. Puis des fois, j'en fais à qu'on m'aide. C'est ton père qui dessine bien ou c'est ta maman qui dessine bien à la maison? C'est surtout ma sœur. À l'école, est-ce que tu étais le meilleur élève en dessin? On ne fait pas de concours, mais j'étais dans les premiers. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Peintre, si je peux. Je vous disais tout à l'heure qu'il faisait beau temps sur l'ensemble de la France et que ça allait durer, mais ce n'est pas une raison, et là je m'adresse principalement aux dames, pour ne pas penser à cet hiver. Et cet hiver, effectivement, avec cette maximode par exemple, il y a beaucoup de votre garde-robe qui est à reconsidérer totalement. Une raison peut-être pour nous suivre en compagnie d'Isis Lamy dans le salon de la fourrure qui se déroule à Paris. Pâte d'Oslo, guanaco, agneau moiré et renard. Pour elle, comme pour lui, le manteau de fourrure s'arrête résolument à mi-mollet. Ligne nette au ton neutre pour lui. Pour elle, ligne fluide et près du corps, s'évasant légèrement à partir des hanches. Astracan gris et mouflon. Manteau en nuque de petit gris et renard. Retour des manteaux à poils longs. Renard roux. La redingote est en pâte d'Oslo. Mouton noir et Mongolie. Manteau en chassivette et blaireau. Ragondin pour lui. Quelques maxi-manteaux destinés aux grandes femmes. Agneau des Indes. Ragondin et renard bleu. Manteau de vison blanc, redingote en panthère et renard noir. Évocation des années 25, les écharpes et les boas pour le soir.
Je reviens maintenant sur les événements du Proche-Orient, car la situation internationale, vous le savez, devient, et je le pense, de plus en plus préoccupante. Nous venons de recevoir un communiqué qui émane des milieux autorisés du Quai d'Orsay des Affaires étrangères. Voici ce communiqué. Je le reçois à l'instant. Nous sommes en contact constant avec les 3 autres capitales de la concertation A4 et notamment avec Washington pour éviter l'extension de la violence. Nous représentons les graves dangers d'une opération de force, danger pour les personnes et en particulier pour les otages, danger politique dans le monde arabe tout entier, danger diplomatique qui affecte la détente. Il va de soi que notre action, dit ce communiqué, s'exerce avant tout dans les capitales intéressées au Proche-Orient et notamment à Damas. Une pacification véritable au Proche-Orient, du Proche-Orient, ne peut pas être la conséquence d'un partage de la puissance et de l'influence, mais cette pacification exige une action concertée de la communauté internationale. Nous ajoutons que le rôle des 4 n'a de sens que s'ils sont d'accord pour ne pas prendre d'initiative isolée. Voilà, je vous rappelle que ce communiqué émane à l'instant du Quai d'Orsay, du ministère donc des Affaires étrangères. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. La situation, on vous l'a résumée. Je pense que pour le moment, on ne sait toujours pas exactement ce qui se passe, enfin du moins sur le terrain, où en sont les blindés syriens ou assimilés, où en est la résistance palestinienne. Je pense que très vite, dans le courant de l'après-midi et dans nos journaux de 18h30 et de ce soir, vous aurez bien sûr d'autres informations. Bonne journée, merci de nous avoir écoutés. Oui, pardon. Exactement, je vous prie de m'excuser dans tous ces éléments donc d'information. J'avais bien évidemment, et vous l'avez sans doute deviné, oublié de vous annoncer maintenant notre chronique boursière. J'espère que Michel Tardieu à la Bourse de Paris voudra bien m'en excuser. Oui, Jean-Pierre Lannes, la bourse fonctionne encore. Elle fonctionne assez mal aujourd'hui précisément en raison des événements du Proche-Orient dont vous venez de parler. L'aggravation de la situation est vivement ressentie par tous les financiers et on s'effrite. À la Bourse de Paris, donc, ces événements internationaux ne permettent pas de savoir quelle est la pensée profonde des boursiers. Et pourtant, cette semaine, on aurait dû le savoir parce que les opérations de septembre se terminent demain. Aujourd'hui, c'est le début des opérations de liquidation. Vous savez, ce qu'on appelle la réponse des primes est aujourd'hui. Et on aurait pu normalement essayer de deviner un petit peu quelle était l'intention des boursiers français pour le mois d'octobre. Malheureusement, les événements internationaux empêchent une telle analyse. L'événement, le premier dossier de la rentrée qui est soumis à la sagacité des boursiers, c'est aujourd'hui l'affaire Péchinet-Ugine Kuhlmann. Demain, les conseils d'administration des 2 sociétés se réunissent et après ces réunions, les représentants des sociétés feront le point devant la presse pour dire quel sera le rapprochement qu'elles envisagent et où en sont leurs conversations. Sans attendre, nous allons voir tout de suite quel a été l'effet de cette annonce d'un éventuel rapprochement sur les cours de bourse. Bien, vous voyez que Péchinet baisse, Péchinet est à 185,30 contre 187,50 et Ugine, on est en train de modifier le cours d'Ugine. Ugine à 215,50, et bien Ugine baisse aussi. Donc l'annonce de ce rapprochement entre les 2 sociétés s'est traduite par les boursiers par des ventes. Pourquoi ces ventes? Eh bien parce que lorsque 2 sociétés de cette importance se rapprochent, il y a évidemment beaucoup de papiers qui bougent, comme disent les boursiers, c'est-à-dire qu'il y a des opérations de reclassement à faire, qu'il y a beaucoup de titres qui risquent de peser sur le marché après la fusion, si fusion il y a, parce que pour l'instant rien ne permet de le dire. Et puis il y a aussi des problèmes bancaires. Il est certain qu'au niveau des crédits accordés à des sociétés, eh bien les banquiers accordent souvent moins de crédits sur une seule signature que sur 2. Donc vous voyez qu'il y a des problèmes qui se posent dans des cas de fusion de ce genre. Et puis les boursiers ont été douchés souvent dans le passé parce que les fusions ont entraîné la baisse des titres des 2 partenaires. Donc pour l'instant, l'ensemble de la bourse étant plutôt pessimiste pour les raisons extérieures, eh bien cette annonce n'a pas entraîné de hausse, au contraire, on se replie des 2 côtés. Pour l'instant, en tout cas, rien ne permet de dire quelle sera l'importance des accords envisagés entre les 2 sociétés. Peut-être ne s'agit-il que d'un accord limité pour la métallurgie fine et non pas d'une réelle fusion.
Si l'hypothèse toutefois de la fusion l'emportait, et c'est celle qui est retenue par beaucoup d'observateurs, elle donnerait naissance à l'un des plus grands groupes de l'industrie française, à un nouveau géant français à côté de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. Péchinet, je vous le rappelle, réalise un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 7 milliards de francs et Eugene Kuhlmann supérieur à 5 milliards de francs. On passe donc très nettement la barre des 10 milliards, ce sont des grands groupes de taille mondiale. Bien que l'opération soit mal accueillie sur le plan boursier, sur le plan industriel, elle paraît très salutaire. En additionnant leurs forces, les deux partenaires prennent un rang très respectable à l'échelle internationale. Dans le domaine de l'aluminium, ils sont associés par leur filiale commerciale qui s'appelle l'Aluminium Français et ils occupent déjà le 4e rang mondial. Pour le cuivre, Péchinet est déjà le premier transformateur européen. Dans le domaine des aciers spéciaux et tout particulièrement des aciers inoxydables, Eugene Kuhlmann, qui a de grands projets d'expansion à Fos, se hisse au premier rang européen. Pour tous les ferro-alliages, les deux sociétés sont parmi les premières, tout spécialement dans le domaine du ferrochrome. Pour le magnésium, le nouveau groupe espère se hisser au niveau des Italiens qui sont les premiers producteurs européens. Il sera également intéressé au nickel calédonien en association avec International Nickel. Donc sur tous ces plans, le groupe qui se crée aura un poids très important, un poids concurrentiel très fort. Mais Eugene Kuhlmann, ce n'est pas seulement de la métallurgie, il ne faut pas oublier que la chimie représente encore plus de la moitié du chiffre d'affaires, ou en tout cas une bonne moitié du chiffre d'affaires. Et dans ce domaine, qui comporte les colorants, les engrais, etc., eh bien, la concurrence internationale est très rude et la rentabilité est certainement moins bonne que dans le domaine des aciers spéciaux et de la métallurgie. Et là, il y aura probablement des petits problèmes entre Péchinet et Eugene Kuhlmann. Vous savez que Péchinet s'est débarrassé de ses départements chimiques, a redonné une part de sa participation dans Péchinet Saint-Gobain à Rhône-Poulenc, et on se demande ce que fera Eugene Kuhlmann, puisque Eugene Kuhlmann, au contraire, affirme toujours sa vocation chimique, et on dit toujours à Eugene Kuhlmann, nous sommes des chimistes, nous l'avons toujours été, et nous entendons le rester. Il y aura donc un petit problème, et c'est l'objet des négociations qui sont en cours entre les deux sociétés pour l'instant. Sur le marché de l'or, on est plutôt ferme, vous voyez qu'on gagne 10 francs, je crois, sur la barre, et près de 15 francs sur le lingot. Les pièces, elles aussi, gagnent plusieurs centimes, ceci en raison de la tension internationale, bien sûr, parce que ce n'est pas la réunion du Fonds monétaire international qui commence aujourd'hui qui a pu inciter les financiers à bouger. Personne n'attend de réforme spectaculaire de cette réunion, et donc si l'or aujourd'hui est un peu plus ferme, c'est simplement à la tension au Proche-Orient qu'on le doit. Ici, la Bourse de Paris, à vous Jean-Pierre Lannes. Eh bien, merci Michel Tardieu. Nous attendions, je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai dit, une déclaration faite sur les ondes de Radio Amman par le roi Hussein de Jordanie. Cette déclaration, du moins une partie, à l'instant vient de me l'apporter des téléscripteurs, une partie vient de tomber. Le roi Hussein, s'adressant aux forces armées, a dénoncé avec force le complot mettant en péril l'existence de la Jordanie et dont l'intervention de l'armée syrienne a dévoilé la véritable nature. Donc l'armée syrienne, c'est le terme qu'emploie le roi Hussein de Jordanie. Et peut-être que les prochaines heures seront assez graves sur le plan international. Pour l'instant, eh bien, disons que Télémidi est terminé. Merci de nous avoir écoutés.